La voix grave, habituée à donner des ordres qui faisaient trembler jusqu'aux racines des plantations de café, résonna à travers les murs étroits du garde-manger. La flamme de la lampe à huile qu'il tenait vacilla, projetant des ombres dansantes sur les sacs de farine et les étagères de confiture. Sur le sol, recroquevillé sur un tas de vieux chiffons qu'on pouvait à peine appeler couverture, la silhouette féminine frissonna. Elle ne s'attendait pas à être vue. Personne ne l'avait jamais été. Françoise leva ses grands yeux en amande, embuée d'un sommeil interrompu par la frayeur, et rencontra le regard d'acier de Georges, le baron de l'Or-Blanc. « Pardon, monsieur le baron. » Sa voix était un fil tremblant comme la flamme de la bougie. Elle tenta de se lever, ajustant sa simple robe de coton brut usée au coude. « Je ne voulais pas déranger. Je me reposais juste avant le travail de l'aube. » Georges, un homme de 32 ans qui portait sur ses épaules le poids d'une fortune et la froideur d'une vie solitaire, fronça les sourcils. Il regarda le sol froid de pierre, les sacs de jute qui servaient d'oreiller, et ensuite le visage de cette femme. Il l'avait vue tous les jours nettoyant les couloirs, servant le café sur la véranda, mais ne l'avait jamais vraiment vue. « Vous dormez ici ?» La question sortit non comme une accusation, mais avec une incrédulité qui frisait l'offense personnelle. Sur le sol, comme un animal oublié à la belle étoile. « Il n'y a plus de chambre libre dans le quartier des domestiques, monsieur, et madame Mathilde a dit qu'ici, il faisait chaud à cause du four de la cuisine voisine. » Françoise baissa la tête, honteuse de sa propre misère, sans savoir que cette honte devrait appartenir à d'autres. Le silence qui s'ensuivit fut pesant. Le baron de l'Or-Blanc, connu pour son cœur impénétrable, sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas de la pitié. Il détestait la pitié. C'était un sens de la justice outragé. Il fit un pas en arrière, ouvrant la porte du garde-manger avec violence, faisant claquer le bois massif contre le mur. Le son résonna dans la maison silencieuse du domaine. « Mathilde !» rugit-il, et le nom de la gouvernante sonna comme un tonnerre annonçant une tempête. « Réveillez la maison maintenant !» Françoise se recroquevilla, le cœur battant comme un oiseau en cage. Que se passerait-il? Serait-elle expulsée? Le baron la regarda une dernière fois avant de se tourner vers le couloir sombre. « Prenez vos haillons, jeune femme. Aujourd'hui, la hiérarchie de cette maison va voler en éclats. Bonjour mes chers cœurs qui battaient de l'autre côté de cet écran. Soyez les bienvenus à une nouvelle histoire ici sur notre chaîne Contes du Cœur. Que la paix de Dieu entre dans votre foyer maintenant, tout comme cette histoire demande la permission d'entrer dans votre vie. Vous avez vu comment nous avons commencé aujourd'hui avec une rencontre qui promet de tout changer. Et je vous demande, vous regardant dans les yeux, combien de fois ne passons-nous pas par la douleur de l'autre sans même nous en rendre compte? Combien de Françoises existent là-bas, dormant sur le sol froid de l'indifférence, n'attendant qu'un regard de miséricorde? Si vous croyez que le monde tourne et que la justice divine ne fait jamais défaut, je vous demande maintenant, abonnez-vous à la chaîne. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton. Laissez votre j'aime, car cela aide ce message d'amour et de foi à atteindre plus de personnes. Et dites-moi dans les commentaires de quel coin de notre vaste France vous m'écoutez. Je veux envoyer un salut spécial à votre ville. Partons ensemble à la découverte de ce que le destin réserve aux barons et à la douce Françoise. Installez-vous confortablement, prenez votre café bien chaud et venez avec moi. Le domaine de l'Or-Blanc n'était pas seulement une propriété, c'était un empire de terres fertiles et de café, situé au cœur de la campagne, où les collines se déployaient comme des vagues vertes jusqu'à se perdre à l'horizon. Le domaine était la fierté de la région. La maison de maître, imposante, avec ses hautes fenêtres en bois noble et ses vérandas qui embrassaient toute la structure, sentait la cire d'abeille, le café fraîchement torréfié et par-dessus tout, la solitude. C'était l'année 1905.
Le monde extérieur changeait vite, les villes grandissaient, le bruit des machines commençait à remplacer le chant des coqs. Mais là, à l'or blanc, le temps semblait respecter le rythme de la terre. Et le seigneur de cette terre était Georges. Georges n'avait pas hérité du titre de baron de l'Empire, car la République avait déjà été proclamée lorsqu'il avait repris les affaires de son père. Mais le peuple, avec son respect ancien et coutumier, continuait à l'appeler baron. Et il avait la prestance d'un homme de haute taille, aux épaules larges, modelées par le travail, car il n'était pas de ces seigneurs qui se contentent de donner des ordres. Il connaissait chaque pouce de sa terre. Georges avait un visage qui semblait taillé dans la pierre. Ses yeux étaient sombres, profonds et rarement souriants. On disait au village que le cœur de Georges était fait de la même matière que les broyeurs de fer, dur, froid et efficace. À 32 ans, on n'avait jamais vu une femme à ses côtés. Il n'y avait pas de fiancée promise, pas de romance de jeunesse, pas même de rumeurs d'amours interdites. Georges s'était marié au travail. Son épouse était le domaine. Ses enfants étaient les pieds de café qui couvraient des collines. Il croyait que l'amour était une distraction dangereuse, une faiblesse qu'un homme de sa position ne pouvait se permettre. Mais la solitude est une patiente dame. Elle attend dans les couloirs vides, s'assied à la table de dîner dressée pour un seul et dort à côté dans le grand lit froid. De l'autre côté de cette même médaille de solitude vivait Françoise. Françoise avait 26 ans, mais ses yeux portèrent la sagesse fatiguée de qui a déjà beaucoup vécu. Orpheline de père et de mère, élevée par charité par une tante éloignée décédée il y a 2 ans, Françoise était arrivée au domaine de l'or blanc, avec rien d'autre que ses maigres vêtements et un chapelet de grains de bois dans sa poche. Elle était belle, d'une beauté sereine et discrète qui ne demandait pas d'attention. Ses cheveux étaient châtains, toujours attachés en un chignon serré pour le travail, et sa peau avait la couleur du miel clair. Mais Françoise avait appris l'art de se rendre invisible. Pour survivre dans un monde qui n'avait pas de place pour une femme célibataire et pauvre, elle était devenue une ombre. Elle travaillait plus que n'importe quelle autre servante. Elle parlait moins que les murs et acceptait ce qu'on lui donnait sans se plaindre. Et ce qu'on lui donnait était très peu. Madame Mathilde, la gouvernante, était une femme sèche, au cœur amer, qui voyait dans la douceur de Françoise un affront. Peut-être enviait-elle la jeunesse de la jeune femme, ou peut-être aimait-elle simplement exercer le petit pouvoir qu'elle avait. Le fait est que, lorsque Françoise arriva, Mathilde décréta qu'il n'y avait pas de chambre libre. « La maison est pleine », avait dit la gouvernante le nez pincé, bien que 2 chambres de domestiques servissent d'entrepôt pour des meubles cassés. « Si vous voulez rester, vous devrez vous arranger dans le garde-manger. Au moins, vous serez près de la nourriture, si vous n'êtes pas une voleuse. » Françoise n'était pas une voleuse, elle était juste démunie. Et ainsi, pendant 2 ans, le garde-manger était devenu sa chambre. L'odeur de clous de girofle, de cannelle, de haricots et de farine imprégnait ses vêtements et ses rêves. Elle dormait sur des sacs vides, se couvrant de vieux châles, et se réveillait avant le soleil, pour que personne ne la voie sortir de sa cachette. Elle ne se plaignait pas. Elle remerciait Dieu pour le toit, même si le sol était dur. La foi était le seul luxe de Françoise, et elle la gardait avec ferveur. Toutes les nuits, avant que la fatigue ne la vainque, elle priait. Elle ne demandait ni richesse, ni un prince. Elle demandait seulement de la force pour un jour de plus et, qui sait, un peu d'affection d'où qu'elle vienne. Cette nuit spécifique, le destin, las de voir tant d'injustice, résolut d'intervenir. La nuit était froide, l'un de ces froids qui descendent de la montagne et pénètrent les os. Le ciel était pur, constellé d'étoiles qui brillaient indifférentes au froid des hommes. Dans la maison de maître, tous dormaient, sauf le baron. Georges était dans son bureau, entouré de livres de comptes et de cartes du domaine. La récolte s'annonçait record, mais il y avait des problèmes de transport, des négociations avec les exportateurs de Marseille. Sa tête lui lançait, il avait besoin d'eau ou peut-être d'un peu de vin pour réchauffer son sang. Il se leva, la chaise en cuir grinçant dans le silence de la nuit, prit le chandelier en argent sur la table et sortit dans le couloir.
La maison était plongée dans cette quiétude absolue que seules les nuits rurales connaissent. Le plancher de bois gémissait doucement sous ses bottes. En passant près de la cuisine, il entendit « Ce n'était pas un sanglot ». Françoise pleurait rarement, car elle avait appris que les larmes ne remplissaient pas un ventre, ni ne réchauffaient le corps. C'était un son doux, rythmique, une berceuse fredonnait à voix basse. « Dors, dors, mon enfant, la nuit arrive déjà ». Georges s'arrêta. Qui chantait à cette heure? La voix venait du garde-manger, une curiosité étrange, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années le poussa. Il n'appela pas, n'annonça pas sa présence. Il marcha silencieusement jusqu'à la porte de bois massif et tourna la poignée. La porte s'ouvrit avec un léger grincement. La lumière de la bougie de Georges envahit le petit espace, révélant la scène qui changerait l'histoire du domaine de l'or blanc. Françoise ne chantait pas pour un fils, car elle n'en avait pas. Elle était assise sur les sacs de jute, serrant ses genoux, se balançant légèrement pour se réchauffer et pour calmer sa propre âme solitaire. La berceuse était pour elle-même. Quand la lumière frappa son visage, la frayeur fut mutuelle. Pour Georges, ce fut comme si un voile avait été déchiré. Il voyait cette femme tous les jours. Elle servait son café, nettoyait son bureau pendant qu'il était absent, cirait ses bottes. Il connaissait ses mains agiles, son dos courbé par le travail, mais il n'avait jamais regardé son visage, n'avait jamais remarqué la délicatesse de ses traits, la tristesse profonde dans ses yeux châtains, la dignité qu'elle maintenait même là, entourée de sacs de provisions. Et par-dessus tout, l'indignité de cette situation le frappa. Lui, le baron, qui se faisait un point d'honneur de bien soigner jusqu'aux chevaux de ses écuries, avait une femme dormant sur le sol de sa propre maison comme si c'était un chien errant. Qu'est-ce que cela signifie? La question lui échappa avant qu'il ne puisse contenir la colère qui montait, non contre elle, mais contre la situation. Le dialogue qui s'ensuivit, celui que j'ai raconté au début, fut le premier moment où les âmes de Georges et Françoise se touchèrent, non par un contact physique, mais par l'affliction de la vérité. Quand Georges cria le nom de Mathilde, la maison se réveilla en sursaut. Des pas pressés furent entendus à l'étage. Des portes claquèrent, des murmures effrayés d'autres servantes commencèrent à surgir dans le couloir menant à la cuisine. Madame Mathilde apparut en haut de l'escalier de service, vêtue d'une épaisse robe de chambre par-dessus sa chemise de nuit, les cheveux gris, défaits et ébouriffés, une vision rare et effrayante. Elle descendit les marches avec la hâte que l'âge lui permettait, tenant sa propre lampe à huile. « Monsieur le baron, qu'y a-t-il? Un voleur? Un incendie ?» Sa voix était stridente. Georges était immobile au milieu du couloir. Françoise juste derrière lui, recroquevillée, essayant de disparaître en elle-même. Le baron semblait plus grand dans cette pénombre, son ombre projetée sur le mur comme celle d'un géant. « Il n'y a pas de voleur, Mathilde, il y a quelque chose de pire. La cruauté sous mon propre toit. » Mathilde s'arrêta confuse. Elle regarda Françoise et ses yeux se plissèrent. « Cette fille, elle a fait quelque chose. Elle a volé le garde-manger. Je le savais. J'ai toujours dit que... » « Taisez-vous » La voix de Georges fendit l'air comme un fouet. Les autres servantes qui épiaient par les coins retinrent leur souffle. Jamais en toutes ces années de service, le baron n'avait élevé la voix de cette manière contre la gouvernante. Georges fit un pas vers Mathilde et la vieille femme recula intimidée. « Vous saviez qu'elle dormait par terre ?» demanda-t-il, la voix maintenant dangereusement basse et contrôlée. Mathilde bégaya. « Eh bien, monsieur, il n'y avait pas de chambre, et elle n'est qu'une servante, sans famille, habituée à peu. J'ai pensé que... » « Vous avez pensé que la dignité humaine se mesure au nom de famille ?» Georges l'interrompit. « Dans ce domaine, Mathilde, même les chiens de chasse ne dorment pas sur le ciment froid. Et vous avez permis qu'une femme, qui travaille du matin au soir pour mon confort, dorme parmi les rats et la farine ?» Françoise sentit les larmes chaudes couler sur son visage. Personne ne l'avait jamais défendue. Personne ne s'était jamais soucié si elle avait froid ou mal. Entendre cet homme puissant, ce baron de pierre, parler de sa dignité était quelque chose de si bouleversant que ses jambes tremblèrent.
Georges se tourna vers Françoise. Son regard s'adoucit une fraction de seconde, quelque chose que personne d'autre ne perçut, seulement elle. « Quel est votre nom, jeune femme ?» demanda-t-il, bien qu'il sût qu'il avait dû l'entendre. « Françoise, monsieur. Françoise Martin. »« Eh bien, Madame Françoise. » L'usage de « Madame » fit s'étouffer Mathilde. « À partir d'aujourd'hui, vous ne dormirez plus dans le garde-manger. » Il se tourna vers la gouvernante, reprenant sa posture de commandement. « Mathilde, préparez la chambre bleue. » Un silence sépulcral tomba sur le couloir. La chambre bleue n'était pas une chambre de domestique, ce n'était même pas une chambre d'amis ordinaire. La chambre bleue était à l'étage, dans l'aile de la famille. C'était la chambre de la mère de Georges, maintenue fermée et propre, mais inhabitée depuis plus de 10 ans. C'était un sanctuaire. La chambre bleue, monsieur. Mathilde semblait sur le point de s'évanouir. Mais c'est la chambre de la baronne, je veux dire, de votre défunte mère. C'est la plus belle chambre de la maison, bégaya-t-elle. Georges leva un sourcil. Préparez la chambre. Maintenant. Je veux des draps propres. Je veux le lit fait. Je veux de l'eau chaude dans la bassine et des serviettes de lin. Et je veux que vous fassiez cela vous-même, Mathilde. Mais, monsieur, c'est une servante. Mathilde protesta, le préjugé parlant plus fort que la peur. Que vont dire les voisins? Que va penser la société? Mettre une inconnue dans la chambre noble? Georges s'approcha de Mathilde jusqu'à ce que leur visage soit à quelques centimètres de distance. Dans cette maison, c'est moi qui dicte la société, et si elle est une inconnue pour vous, cela en dit plus sur votre aveuglement que sur sa valeur. Françoise a dormi par terre à cause de votre négligence. Maintenant, elle dormira comme une reine pour compenser votre faute. Allez, Mathilde. Pâle et tremblante, Mathilde se retourna et monta les escaliers, presque en courant, grommelant des mots inintelligibles. Les autres servantes regardèrent Françoise avec un mélange d'envie et d'effroi. Georges se tourna vers Françoise. Elle était statique, les mains serrant le tissu de sa robe, les yeux écarquillés par la panique. « Monsieur, je ne peux pas, » murmura-t-elle. « La chambre de votre mère est sacrée, je ne suis pas digne, je ne suis que Françoise. Donnez-moi un coin dans la grange ou au grenier, je m'en fiche, mais la chambre bleue, s'il vous plaît, ne me faites pas cet affront à la mémoire de votre mère. » Son humilité toucha Georges à un endroit qu'il ne savait même pas exister. Elle ne voyait pas l'offre comme une victoire ou une opportunité de monter en grade. Elle la voyait comme une profanation, parce qu'elle se sentait trop petite. Il soupira, et pour la première fois cette nuit, sa posture se détendit. Ma mère, Françoise, était la femme la plus généreuse qui ait jamais foulé cette terre. Si elle était vivante, elle vous aurait donné son propre lit la première nuit où vous êtes arrivé ici. Vous n'offensez pas sa mémoire en occupant cette chambre, vous l'honorez. Il tendit la main, non pas pour la toucher, mais pour lui indiquer le chemin de l'escalier. « Allons-y, la nuit est froide et vous avez besoin de vous reposer. Demain sera une longue journée. » Françoise regarda sa main, puis son visage. Il y avait quelque chose là, dans les yeux du baron. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était du respect, et pour une femme qui n'avait jamais rien eu, le respect était plus précieux que l'or. Incapable de parler, elle commença à marcher vers l'escalier. Ses pieds nus sentirent le changement du bois rustique du couloir de service au bois ciré et noble du grand escalier. Chaque marche, un voyage vers un monde inconnu. Là-haut, Mathilde ouvrait les fenêtres de la chambre bleue pour aérer, allumant des candélabres. La lumière dorée se répandait dans le couloir. Georges resta au pied de l'escalier, observant Françoise monter. Il remarqua à quel point elle était gracieuse, malgré ses vêtements simples. Il remarqua comment sa tresse tombait lourdement sur son dos et sentit une étrange inquiétude. Qu'avait-il fait? Il avait brisé toutes les règles de sa propre maison, de sa vie réglée et logique. Pourquoi? Parce qu'en voyant Françoise dormir par terre, Georges se vit lui-même.
Il vit sa propre âme, qui dormait aussi dans le froid, recroquevillée et oubliée, entourée de richesses matérielles, mais affamée de chaleur humaine. Il l'avait sauvée du sol du garde-manger, mais sans le savoir, il tentait de se sauver lui-même de la froideur de son existence. Quand Françoise arriva en haut de l'escalier, elle s'arrêta et regarda en bas. Georges était toujours là. Leurs regards se croisèrent de nouveau. « Bonne nuit, Françoise », dit-il, la voix grave, résonnant doucement. « Bonne nuit, monsieur le baron, et merci. » Elle se retourna et entra dans la chambre. À l'intérieur de la chambre bleue, Françoise s'arrêta. Elle était immense. Le lit était une île de bois sculpté et de tissu blanc, avec un baldaquin de dentelle. Il y avait des tapis moelleux, des rideaux de velours, une coiffeuse avec un miroir en cristal. L'odeur était celle de la lavande ancienne. Mathilde termina d'arranger les oreillers d'un geste brusque et sortit, passant devant Françoise, sans la regarder, claquant la porte en sortant. Françoise était seule. Elle marcha lentement jusqu'au lit, toucha le drap de lin du bout de ses doigts calleux. C'était doux comme un nuage. Elle s'assit au bord, craignant de salir la blancheur immaculée. Elle se regarda dans le miroir de la coiffeuse. Elle vit une femme simple, effrayée, déplacée. « Que va-t-il advenir de moi maintenant ?» pensa-t-elle. « Le baron a-t-il fait cela par gentillesse ou par caprice? Et demain, quand le soleil se lèvera, redeviendrai-je la servante ou serai-je quoi ?» Le cœur de Françoise était partagé entre la gratitude et la peur. Elle se coucha, s'enfonçant dans les oreillers de plumes. Le confort était tel que son corps, peu habitué, en souffrait. En bas, dans le bureau, Georges ne parvenait pas à se remettre au travail. Il se servit une dose de cognac et alla jusqu'à la fenêtre, regardant l'obscurité du domaine. L'image de Françoise, avec ses grands yeux effrayés, ne le quittait plus. Il ne le savait pas. Mais à ce moment-là, tandis que le vent soufflait dans les feuilles des plantations de café, une graine avait été plantée dans le sol aride de son cœur. Une graine qui aurait besoin de temps, de soleil et peut-être de quelques tempêtes pour germer. Mais le calme de cette nuit était trompeur, car l'attitude du baron ne passerait pas inaperçue. Mathilde, dans sa chambre, ruminait sa haine et son humiliation. Et au village voisin, où les nouvelles couraient plus vite qu'un cheval de course, la rumeur ne tarderait pas à arriver. Le baron de l'Or-Blanc est devenu fou, il a mis la servante dans la chambre de sa mère. Et la société rurale, avec ses règles rigides et ses hypocrisies, ne pardonnerait pas facilement une telle audace. Françoise ferma les yeux, essayant de dormir, mais une sensation étrange l'envahit, la sensation que sa vie, qui jusqu'alors avait été une ligne droite de pauvreté et de résignation, venait de faire un nœud inextricable, et elle ne savait pas si ce nœud la retiendrait ou l'étranglerait. Elle ignorait qu'au lever du jour, le premier défi l'attendait, car le baron Georges pouvait commander dans sa maison, mais pas sur les cœurs d'autrui. Et le petit déjeuner du lendemain serait servi avec une dose amère de réalité. Le soleil de cette matinée n'entra pas par la fente du bois pourri du garde-manger, comme Françoise y était habituée. Non, mes amis, le soleil entra en déchirant la soie des rideaux de velours, baignant une chambre qui sentait la lavande et la cire d'abeilles polies. Quand Françoise ouvrit les yeux, la frayeur fut si grande que son cœur battait comme un oiseau en cage, battant des ailes contre ses côtes. Elle s'assit dans le lit, un lit si vaste qu'elle aurait pu y tenir 3 fois, avec des draps de lin si blancs qu'ils piquèrent les yeux. Pendant une seconde, la panique la saisit. Serait-elle morte? La faim aurait-elle finalement emporté son esprit pendant la nuit froide, sur le sol dur, et cela serait-il le paradis? Mais non. La porte s'ouvrit avec un grincement doux, et ce ne fut pas un ange qui entra. Ce fut la réalité, sous la forme d'une jeune servante, les yeux baissés, apportant une bassine de porcelaine peinte à la main, avec de l'eau tiède et des serviettes moelleuses. « Le baron a ordonné que mademoiselle fasse sa toilette », dit la jeune femme, la voix tremblant un peu. Peut-être de peur du patron, peut-être d'étonnement de servir quelqu'un qui, la veille encore, était vêtu de haillons. Et il a dit que le petit déjeuner sera servi sur la véranda principale. Il vous attend.
Françoise regarda ses propres mains. Elles étaient calleuses, les ongles courts, la peau marquée par le soleil et le travail dans les champs des autres. Comment ses mains pourraient-elles toucher cette porcelaine? Comment elle, Françoise, qui connaissait le goût amer de l'humiliation, pourrait-elle s'asseoir à table avec le baron Georges? Tandis qu'elle se lavait le visage, l'eau tiède semblait nettoyer non seulement la poussière du chemin, mais des années d'invisibilité. Elle se regarda dans le grand miroir, à cadre doré. Le visage qui la regardait en retour avait des cernes, oui, et une maigreur qui trahissait les temps difficiles, mais il y avait quelque chose dans ses yeux châtains, une flamme, la même flamme qui avait arrêté le baron dans le couloir la nuit précédente. « Qui êtes-vous maintenant, Françoise » murmura-t-elle à son reflet. « Cendrillon pour un jour, ou simplement une curiosité pour l'homme riche ?» Elle n'avait pas de vêtements. La robe qu'elle portait était usée, rapiécée avec des fils de couleurs différentes. La servante, percevant le dilemme, ouvrit un coffre au pied du lit. De là, elle sortit une simple robe de coton bleu clair. Ce n'était pas une robe de demoiselle de bonne famille, mais elle était propre, neuve, sans un seul trou. C'était celle de la nièce de la gouvernante, qui est partie étudier en ville, expliqua la jeune femme. Le baron a fait chercher. Il a dit que le bleu irait bien avec l'aube. Françoise enfila le tissu. Le contact du coton propre sur sa peau fut le premier câlin qu'elle reçut depuis des années. Elle lissa sa jupe, respira profondément, ravalant les larmes qui montaient, et sortit de la chambre. Le couloir était long. Le parquet de bois noble brillait tant qu'il ressemblait à un lac sombre et immobile. La maison était silencieuse, non pas le silence de la paix, mais le silence de ceux qui retiennent leur souffle. Les tableaux au mur, hommes sévères à barbe, femmes au visage pâle, semblaient la juger à chaque pas. « Où allez-vous, vagabonde » semblait-il dire. Mais elle continua, parce que la faim de dignité était plus grande que la peur. En arrivant sur la véranda, la lumière du jour l'aveugla momentanément. Le domaine de l'or blanc s'étendait devant elle comme un tapis vert et doré. La plantation de café, les montagnes au loin, le ciel d'un bleu si profond qu'il semblait peint à la main. Et là, assis à la table dressée avec une nappe de dentelle, il était là, Georges, le baron. Il ne portait pas la veste formelle de la veille. Il était en chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des bras forts d'un homme qui, malgré la richesse, connaissait le labeur de la terre. Il lisait un journal, les sourcils froncés, le visage sérieux qui lui avait valu la réputation d'homme de pierre. Mais quand il entendit les pas timides de Françoise, il abaissa le journal. Son regard parcourut Françoise de haut en bas. Il n'y avait ni malice, ni désir vulgaire. Il y avait une reconnaissance, comme s'il voyait un paysage qu'il connaissait par cœur, mais qu'il n'avait pas visité depuis longtemps. « Asseyez-vous, Françoise. » Sa voix était grave, un lointain tonnerre qui n'annonçait pas de tempête, seulement une présence. Elle tira la chaise en osier. Le son traînant parut un cri dans le silence de la véranda. « Monsieur le baron, je ne sais comment vous remercier. Le lit, la chambre, je n'ai jamais... » Il l'interrompit, poussant un plat de pain de maïs frais, de fromage, de beurre jaune et de fruits. « Les paroles de gratitude ne remplissent pas un ventre vide, et vous êtes trop maigre. Le vent pourrait vous emporter si vous ne prenez pas soin de vous. » Françoise se servit de mains tremblantes. L'odeur du café frais, moulu à l'instant, était enivrante. Elle rompit un morceau de pain et le porta à sa bouche. La saveur, ah mes amis, la saveur de la nourriture quand on a vraiment faim est quelque chose qui touche l'âme. Elle ferma les yeux un instant, savourant le maïs, le sel, la vie. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit que Georges l'observait. Il ne mangeait pas, il la regardait seulement, une tasse de café suspendue en l'air. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» La question s'échappa de sa bouche avant qu'elle ne puisse la retenir. C'était une audace. Une femme ramassait du garde-manger questionnant un baron. Georges posa la tasse, lentement. Le tintement de la porcelaine sur la soucoupe fut le seul son. « Parce que je vous ai vu dormir sur ce sol, dit-il, regardant l'horizon, évitant ses yeux maintenant.
Et parce qu'un instant j'ai vu ma propre âme allongée là, dans le froid, sur le dur. Françoise cessa de mâcher. Monsieur, mais monsieur a tout. Cette maison, ces terres. On dit que monsieur est propriétaire de tout ce que la vue peut embrasser. Il rit, mais d'un rire sec, sans joie. Un rire qui faisait mal à entendre. À quoi sert un château, si le roi est un fantôme à l'intérieur? Il se pencha en avant, ses yeux gris fixés sur les siens. J'ai 32 ans, je ne me suis jamais marié, n'ai jamais eu de fiancé. Les femmes qui se sont approchées voulaient le titre ou l'argent ou fuir leurs parents. Personne n'a jamais regardé Georges, on regardait le baron. Françoise sentit un serrement au cœur. Elle connaissait la solitude. La sienne était faite de manque de pain et de toit. La sienne était faite d'excès de murs et de manque de chaleur. C'étaient deux faces de la même triste médaille. « Je n'ai jamais appartenu à personne non plus, monsieur », avoua-t-elle d'une voix basse. « Mon père est mort quand j'étais petite. Ma mère est partie peu après, de tristesse et de fièvre. Je suis allée de maison en maison, travaillant pour un plat de nourriture. On disait que j'étais trop maigre pour me marier, trop sérieuse pour courtiser, trop pauvre pour être quelqu'un. Je me suis habituée à n'être personne. Personne. » Georges répéta le mot comme s'il en goûtait la saveur. « Eh bien, sachez, Françoise, que dans cette maison, à partir d'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un. Je ne sais pas ce que le destin veut avec cela, mais je ne permettrai pas que vous dormiez par terre tant qu'il y aura un toit sur ma tête. » Le moment fut interrompu par l'arrivée de la gouvernante, Madame Mathilde, une femme corpulente, au visage fermé et un chignon si serré qu'il semblait tirer ses yeux en arrière. Elle apportait plus de café, mais posa la cafetière sur la table avec une force inutile. « Avec votre permission, monsieur le baron, dit-elle sans regarder Françoise. Le contremaître est dehors. Il dit qu'il a besoin de vous parler du pâturage nord. » Et elle hésita, jetant un regard de mépris à la robe bleue de Françoise. Il demande si la visite va durer, car il a besoin de savoir s'il doit ranger le garde-manger pour y remettre les sacs de haricots. L'air sur la véranda se refroidit. Françoise se recroquevilla sur sa chaise. La réalité revenait frapper à la porte. Elle était l'intruse, la mendiante vêtue de bleu. Georges se leva lentement. C'était un homme grand, imposant. Quand il se leva, il projeta une ombre sur la table. « Mathilde !» Sa voix était basse, mais chargée d'une autorité qui fit reculer la gouvernante d'un pas. Le garde-manger restera un lieu de provision, et la chambre d'amis restera la chambre de Madame Françoise. Et dites au contremaître que s'il a le moindre doute sur qui est bienvenu à ma table, qu'il vienne me le demander directement. Ai-je été clair? Oui, monsieur le baron, très clair, bégaya la femme, partant précipitamment, le visage rouge. Françoise regarda Georges, les yeux embués. Monsieur n'avait pas besoin de faire ça. Ils vont parler, ils vont dire que vous avez perdu la tête. Laissez-les parler. Georges répondit, se rasseyant, mais maintenant avec une expression plus douce. Le jugement des autres n'a jamais payé mes factures, ni réchauffé mes nuits. Terminez votre café, Françoise. Après, je veux vous montrer le domaine. Vous avez dit que vous avez travaillé au champ. Je veux voir si vos yeux voient ce que les miens voient. Et ainsi, en cette matinée ensoleillée sans pluie, quelque chose commença à changer au domaine de l'or blanc. Ce ne fut pas un grand événement. Il n'y eut pas de feu d'artifice, ni de fête. Ce fut juste un homme solitaire et une femme brisée, partageant un morceau de pain et un moment de vérité. Après le café, ils marchèrent. Georges la mena à travers les jardins qui, bien qu'entretenus, avaient un air de mélancolie, comme si les fleurs manquèrent de quelqu'un pour les admirer. Françoise, timidement, toucha une rose blanche. « Elle est belle, dit-elle, mais elle semble triste. Ma mère a planté ce rosier avant de mourir, raconta Georges. Elle disait que les plantes ressentent l'amour de celui qui les soigne. Après son départ, les jardiniers les entretiennent, les arrosent, les taillent, mais personne ne les aime. C'est peut-être pour cela qu'elle semble triste. » Françoise caressa la pétale veloutée. « L'amour est comme l'eau, monsieur le baron. Sans lui, on se dessèche à l'intérieur,
même si l'extérieur semble vert. Georges s'arrêta et la regarda. Le vent ébouriffa légèrement les cheveux de Françoise, libérant une mèche qui tomba sur son front. Son envie, une envie folle et soudaine, fut de tendre la main et de remettre cette mèche en place. Ses doigts picotèrent. Lui, qui avait toujours été maître de lui-même, sentit le contrôle lui échapper. « Françoise » commença-t-il, la voix rauque, mais le moment fut interrompu par un cri lointain. Un cavalier arrivait au galop par l'allée d'entrée, soulevant de la poussière. C'était un voisin, le colonel Leclerc, connu pour sa langue acérée et sa curiosité malveillante. « Georges » cria l'homme, descendant de cheval avant même qu'il ne s'arrête complètement. « Quelle est cette histoire qui court dans le village? On a dit que vous aviez recueilli une vagabonde et l'aviez logée dans les appartements nobles. Je suis venu voir de mes propres yeux si le baron de l'Or Blanc était devenu complètement fou. » Françoise recula, la peur ancienne lui glaçant les veines. Elle regarda Georges, espérant qu'il la ferait entrer, qu'il la cacherait, ou que, face à son égal, il aurait honte d'elle. Mais Georges ne bougea pas. Il resta droit comme une tour de pierre. Il regarda le colonel, puis regarda Françoise, et alors il fit quelque chose qui changerait le destin de ce domaine pour toujours. Il lui tendit le bras. Non pas comme un maître offre son aide à un serviteur, mais comme un gentleman offre son bras à une dame. « Venez, Françoise » dit-il d'une voix assez forte pour que le colonel et tous les domestiques qui épiaient par les fenêtres l'entendent. « Allons recevoir notre visite. Et colonel Leclerc, attention à vos paroles, la femme à mes côtés est mon invité d'honneur. Et quiconque offense mon invité m'offense. » Françoise regarda le bras tendu, ce bras fort couvert par la chemise de lin blanc. Accepter ce bras, c'était accepter une guerre contre leur monde. C'était franchir une ligne qui ne pourrait jamais être franchie. Son cœur battait si fort qu'elle en souffrait. Elle leva la main, sa main calleuse, pauvre, tremblante, et la posa sur l'avant-bras du baron. La chaleur de sa peau traversa le tissu et brûla le bout de ses doigts. Un courant électrique, invisible et puissant, les parcourut tous les deux. Georges couvrit sa main de la sienne, d'un geste protecteur et ferme. « Allons-y » murmura-t-il juste pour elle. Ils marchèrent ensemble vers le colonel Langue de Vipère. À ce moment-là, Françoise n'était plus la femme du garde-manger et Georges n'était plus le baron solitaire. Ils étaient, contre toute attente, un front uni. Mais mes amis, le monde n'accepte pas les changements si facilement. Le regard du colonel Leclerc n'était pas d'étonnement, mais de méchanceté. Il sourit, un sourire de serpent prêt à frapper. « Très bien, Georges, » dit le colonel, en retirant son chapeau avec une ironie moqueuse. « Je vois que la charité vous est montée à la tête, mais dites-moi, ma chère. » Il se tourna vers Françoise, ses yeux la parcourant avec dégoût. « Combien a coûté la nuit, où le baron paie la nourriture et le linge propre ?» Le silence qui tomba sur le domaine fut terrible. Ce fut le silence qui précède le coup de feu. Georges lâcha le bras de Françoise et fit un pas en avant. Ses poings étaient serrés, blancs de tension. La fureur sur le visage du baron était quelque chose que personne n'avait jamais vu là. Il n'était pas violent, ne l'avait jamais été. Mais il y a des offenses qui réveillent l'animal endormi au fond de l'homme le plus sain. « Retirez ce que vous avez dit, » grogna Georges, la voix basse et létale. « Maintenant ou quoi ?» défia le colonel. « Allez-vous me chasser de vos terres à cause d'une... » Avant que le mot sale ne soit prononcé, Françoise s'avança. Elle n'avait pas besoin que quiconque mène ses batailles. La vie lui avait déjà appris à saigner seule. Elle toucha l'épaule de Georges, l'arrêtant. « Monsieur le baron. » Sa voix était ferme, bien que les larmes coulassent librement sur son visage. « Ne salissez pas vos mains, la boue qui sort de sa bouche ne souille ni mon âme, ni votre honneur. Elle ne souille que lui-même. » Elle se tourna vers le colonel, relevant le menton avec une dignité qu'aucune richesse ne pourrait acheter. « Je n'ai pas de prix, monsieur, car ce que j'ai à offrir, nul argent au monde ne peut l'acheter, ma décence. Si monsieur ne sait pas ce que c'est, j'ai pitié de votre pauvreté d'esprit. »
Le colonel resta sans voix. Georges regarda Françoise comme s'il voyait une reine déguisée en paysanne. La fierté gonfla sa poitrine, mêlée d'une tendresse bouleversante. À cet instant, Georges sut. Ce n'était pas de la charité, ce n'était pas de la pitié, c'était quelque chose de bien plus dangereux. Il commençait irrémédiablement à admirer cette femme, et l'admiration, mes chers, est le sol fertile où l'amour plante ses racines les plus profondes, mais la nuit apporterait son lot d'ombre. Tandis que Françoise retournait dans sa chambre, se sentant victorieuse, mais épuisée, elle trouva sur le lit un objet qui n'y était pas auparavant. Un petit mouchoir ancien brodé avec les initiales AA. Et à côté, un billet écrit d'une main tremblante et pressée qui n'était pas celle de Georges. Le billet disait simplement « Attention, la place que vous occupez a déjà une maîtresse, même si elle n'est plus là. » Le sang de Françoise se glaça. Qui avait laissé cela? Et qui était AA? Le mystère planait sur le domaine de l'or blanc, et Françoise était sur le point de découvrir que le cœur du baron gardait des secrets plus profonds que la solitude. Et vous, croyez-vous que le passé peut hanter le présent? Ou l'amour est-il assez fort pour briser d'anciennes malédictions? Laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne Conte du Cœur et dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez à la place de Françoise. Fuiriez-vous ou lutteriez-vous pour la place que le destin vous a offerte? La nuit tomba sur le domaine sans pluie, mais avec un vent froid qui hurlait aux fenêtres. Françoise ferma la porte de la chambre à clé. Pour la première fois, le lit moelleux ne semblait plus un refuge, mais un piège. Et dans la chambre d'à côté, Georges regardait le mur qui les séparait, ignorant que le danger était déjà à l'intérieur de la maison. Le soleil était déjà haut sur le domaine de l'or blanc, mais à l'intérieur du cœur de Françoise, le temps était nuageux. Ce billet avec les initiales AA la brûlait dans sa poche comme une braise ardente. La place que vous occupez a déjà une maîtresse. Qui serait-elle? Un fantôme, une fiancée secrète ou simplement le venin distillé par la lettre tremblante de celle qui n'acceptait pas de voir le bonheur d'autrui? Françoise, cependant, était faite d'une fibre qui ne se brisait pas avec des menaces de papier. Elle garda le billet. Si une maîtresse invisible existait, qu'elle se manifeste. Jusqu'alors, Françoise honorerait le toit qui lui avait été offert. Elle descendit les escaliers, non plus avec le pas timide de la veille, mais avec la détermination de celle qui sait que la gratitude se paie par le service. La maison était agitée. C'était le jour de paix des ouvriers agricoles, et le bureau du baron était un va-et-vient d'hommes, chapeau à la main. Françoise tenta d'entrer dans la cuisine pour aider, mais rencontra la barrière de Mathilde. La gouvernante était de dos, hachant des oignons avec une violence qui semblait décapiter des ennemis. « Que faites-vous ici ?» Mathilde ne se retourna même pas. « Le baron a dit que vous êtes une visite. Une visite ne se salit pas les mains. Allez au salon broder ou faire toute autre inutilité que font les dames. » « Je ne suis pas une dame, madame Mathilde. Je suis Françoise et mes mains demandent du travail. Si je ne peux pas cuisiner, je vais balayer la cour. » La cour? Mathilde lâcha un rire strident. Pour que les ouvriers agricoles voient la protégée du baron balayer la terre. Allez-y, donnez plus de raison aux langues acérées. Françoise ravala l'offense et sortit par la porte de derrière. L'air pur emplit ses poumons. Elle marcha loin de la maison de maître, en direction des quartiers des ouvriers. Elle avait besoin de voir des gens simples, des gens comme elle. Ce fut près de l'ancien moulin à eau, désaffecté depuis des années, qu'elle entendit. Ce n'était pas le chant d'un oiseau, ni le mugissement du bétail. C'était un pleur étouffé, de celui qui a appris tôt que pleurer fort dérange les adultes. Françoise suivit le son et trouva recroquevillé derrière une pile de bois de chauffage un enfant. Il ne devait pas avoir plus de 7 ans. Il était sale, de terre rouge, pieds nus, avec une chemise qui était 3 tailles trop grande pour lui. Le cœur de Françoise s'arrêta un instant. Cet enfant, c'était elle, c'était la Françoise d'il y a 20 ans, recroquevillée dans les coins, invisible et douloureuse. « Hé !» l'appela-t-elle, s'accroupissant lentement pour ne pas l'effrayer.
Quel est ton nom, petit? L'enfant leva les yeux. Ils étaient grands, sombres et effrayés. Il s'essuya le nez sur la manche de sa chemise. « Jean, murmura-t-il. Et pourquoi pleures-tu, Jean? Où est ta mère? » L'enfant montra le ciel. Elle est allée vivre avec les étoiles lors de la dernière fièvre. Et mon père est parti en ville et a oublié de revenir. La douleur de cette phrase frappa Françoise comme un coup de poing. Oublier de revenir, l'innocence brutale de l'enfance expliquant l'abandon. Jean vivait par charité chez une tante qui avait déjà 10 enfants et peu d'amour à partager. « Tu as faim, Jean ?» Il acquiesça, honteux. Françoise ne réfléchit pas à 2 fois. Elle tendit la main. « Viens avec moi. Aujourd'hui, tu ne mangeras pas les restes. » Elle emmena l'enfant par la main, non vers la cuisine de service, mais vers la véranda de la maison de maître. Mathilde, voyant la scène par la fenêtre, faillit laisser tomber un plat de cristal, une ex-servante amenant un gamin sale sur la véranda du baron. C'était la fin du monde. Françoise installa Jean sur la même chaise où elle avait pris le café ce matin-là. Elle entra dans la maison, ignora les protestations muettes des autres servantes et revint avec une assiette pleine de pain de maïs, de fromage et de lait tiède. Tandis que l'enfant mangeait avec la voracité de celui qui est pressé de vivre, Françoise lui essuyait le visage du coin de son châle. Elle arrangeait ses cheveux rebelles, murmurant des mots de tendresse qu'elle-même n'avait jamais entendus enfant. « Doucement, mon ange, la nourriture ne va pas s'enfuir. » Elle ne le vit pas, mais de la fenêtre du bureau, Georges observait tout. Le baron avait cessé de réviser les comptes. Ses yeux étaient fixés sur cette scène. Il vit la tendresse dans les mains de Françoise. Il vit comment elle souriait au gamin sale, un sourire qui illuminait son visage plus que n'importe quel bijou, et il vit l'enfant Jean, fils d'un ouvrier agricole qu'il connaissait à peine, regarder Françoise comme si elle était la Sainte Vierge. Georges sentit un serrement étrange dans la gorge. Il avait toujours pensé que la famille était le sang, le nom de famille et l'héritage. Mais là, sous ses yeux, une famille était en train de se construire avec rien d'autre que du pain de maïs et de la compassion. Il sortit du bureau et marcha jusqu'à la véranda. Le pas lourd de ses bottes fit arrêter Jean de manger et écarquiller les yeux de terreur. L'enfant fit mine de sauter de sa chaise et de s'enfuir. « Restez où vous êtes !» ordonna Georges. Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu. Françoise se plaça instinctivement entre le baron et l'enfant, comme une lionne défendant sa progéniture. « Il n'a rien fait, monsieur le baron. Il avait faim. La faute m'en incombe. S'il faut se battre, battez-vous avec moi. » Georges regarda Françoise. Puis il regarda l'enfant. Et alors, à la surprise des deux, il tira une chaise et s'assit. « Personne ne va se battre, Françoise. » Il regarda l'assiette de l'enfant. « Mais je pense qu'il a besoin de plus de fromage. » Mathilde, la gouvernante apparut à la porte, livide. « Apportez plus de fromage et un verre de jus d'orange et faites préparer un bain chaud dans la salle de bain de service et des vêtements propres. Il doit y avoir de mes vieux vêtements rangés dans les coffres du grenier. »« Vos vêtements, monsieur, pour ce... » Mathilde s'étouffa. « Pour Jean. » Georges prononça le nom de l'enfant qu'il avait entendu Françoise prononcer. « Et apportez-les vite. » Quand Mathilde sortit en soufflant, Georges se tourna vers Françoise. « Vous avez un cœur dangereux, Françoise. »« Dangereux, monsieur ? » ?»« Oui, il nous fait oublier les règles, il nous fait vouloir être meilleurs que nous sommes. » Françoise sourit, et Georges sentit qu'il pourrait vendre la moitié du domaine, juste pour voir ce sourire tous les jours. L'après-midi tomba doucement sur le domaine de l'or blanc. Jean, baigné et vêtu d'une chemise de lin qui avait appartenu à Georges enfant et qui lui était encore trop grande, lui donnant un air comique et adorable, jouait dans le jardin sous le regard attentif de Françoise. Georges les rejoignit. Pour la première fois en des années, le baron ne travailla pas jusqu'à l'épuisement. Il se permit de s'asseoir sur le banc de pierre et de converser. Françoise raconta son enfance, la foi qui la soutenait. Georges parla peu, mais écouta beaucoup. Il découvrit que Françoise savait lire.
Elle avait appris seule, déchiffrant de vieux journaux qui emballèrent du poisson. Il découvrit qu'elle rêvait de voir la mer qu'elle n'avait jamais vue. Il y avait une connexion qui grandissait là. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était la rencontre de deux solitudes qui, ensemble, commençaient à remplir le vide. Le deuxième protagoniste de cette histoire n'était pas seulement Jean, mais la famille qui naissait de cette rencontre improbable. Jean était le miroir de la douleur de Françoise et de la paternité endormie de Georges. Mais le bonheur, mes amis, dérange et l'envie a le sommeil léger. Tandis que la nuit couvrait le domaine de son manteau étoilé, Mathilde était dans sa chambre, fouillant une ancienne boîte en velours. Ses doigts tremblaient, non de vieillesse, mais de méchanceté. À l'intérieur de la boîte reposait un collier de perles avec un fermoir en or en forme de lys. C'était le bijou préféré de la défunte baronne Anne-Augustine, la vraie. « Ah, vous voulez être la maîtresse de maison, petite vagabonde ?» murmura Mathilde dans l'obscurité. « Eh bien, vous allez apprendre que celui qui vole trop haut tombe de plein fouet au sol. » L'heure du dîner arriva. La table était dressée avec l'argenterie des grandes occasions. Un ordre silencieux de Georges que Mathilde fut obligée d'exécuter. Françoise, Jean, qui avait été invité à rester, et Georges dînaient. L'ambiance était légère. Jean posait des questions amusantes sur les couverts, et Georges riait. Un son rauque et peu exercé, mais authentique. Ce fut quand le dessert fut servi que le théâtre commença. Mathilde entra dans la salle à manger pâle, les mains sur la poitrine, simulant un essoufflement. « Monsieur le baron, un malheur !» Georges se leva immédiatement. « Qu'y a-t-il, femme ?»« Le collier de perles de votre mère, celui que vous gardez dans le coffre du bureau pour le donner à votre future épouse, a disparu. » Le silence tomba sur la table comme une guillotine. Françoise sentit un frisson. Disparu. Georges fronça les sourcils. Le coffre était fermé à clé. La clé est avec moi. Seuls vous et moi avons la copie, Mathilde. Je suis allé nettoyer le bureau ce soir, comme je le fais toujours, et la porte du coffre était entr'ouverte. Quelqu'un y a touché. Les yeux de Mathilde, petits et malveillants, se tournèrent lentement vers Françoise. Quelqu'un qui a rôdé dans la maison toute la journée, quelqu'un qui n'a rien et qui a dû être ébloui par tant d'or. Françoise se leva, les jambes tremblantes. « Madame insinue que je... »« Je n'insinue rien !» cria Mathilde. « Je dis que cette maison a toujours été sûre. Les portes dormaient ouvertes. Il a suffi que ces gens étranges entrent pour que les objets de valeur disparaissent. D'abord, elle gagne la chambre. Maintenant, elle veut les bijoux. »« Ça suffit. » La voix de Georges tonna. Jean commença à pleurer doucement. Personne n'accuse personne sans preuve dans cette maison. « Des preuves ?» Mathilde sourit, un sourire victorieux. « Alors allons fouiller. Si elle est innocente, elle n'aura pas peur de montrer les haillons qu'elle a apportés. » Françoise regarda Georges. Elle espérait qu'il la défendrait, qu'il dirait que c'était absurde. Mais Georges était un homme de justice, et la justice exige de la clarté. « Françoise, » dit-il d'une voix douce mais ferme, « accepteriez-vous cela juste pour faire taire cette folie ?»« Je n'ai rien à cacher, monsieur, » dit Françoise en relevant la tête, bien que son cœur fût en morceaux. La méfiance faisait plus mal que l'accusation. Ils montèrent en procession funèbre jusqu'à la chambre bleue. Mathilde marchait devant avec la lanterne. Georges suivait, le visage indéchiffrable. Françoise tenait la main de Jean, cherchant la force dans son innocence. Dans la chambre, Mathilde alla directement au petit coffre en osier où Françoise gardait ses quelques possessions. Elle ouvrit le couvercle avec violence et vida le contenu sur le lit, la robe rapiécée, le chapelet de bois, une paire de vieilles chaussettes. Et alors, de l'intérieur d'une des paires de chaussettes, quelque chose roula et brilla sous la lumière de la lampe à huile. Les perles, le collier de la baronne Anne-Augustine. Le cri de triomphe de Mathilde fut horrible. « Je le savais, voleuse, vipère, ingrate !»
Elle pointa un doigt tremblant vers Françoise, accueillie comme une reine, et qui vole la main qui la nourrit. Françoise regarda le collier sur le couvre-lit blanc. Le monde tourna. Elle ne parvenait pas à respirer. « Non, » murmura-t-elle, « je n'ai jamais vu ça, je le jure, par Dieu, je le jure. » Elle regarda Georges. Le baron était pâle. Il regarda le collier, puis Françoise. La déception dans ses yeux était quelque chose de physique, palpable. C'était comme de voir un édifice s'effondrer. Il avait ouvert son cœur, il avait fait confiance, il avait commencé à croire. Et maintenant, ça. Georges. Françoise fit un pas vers lui, les mains tendues. « S'il vous plaît, croyez-moi, quelqu'un a mis ça là. Je ne toucherai jamais à ce qui vous appartient. » Georges prit le collier. Le contact froid des perles semblait lui brûler la main. Il regarda Mathilde, qui avait un sourire de satisfaction mal dissimulé. Il regarda Jean, qui pleurait accroché à la jupe de Françoise, et regarda la femme qui, des heures auparavant, parlait de Dieu et d'honnêteté avec tant de douceur. La logique disait qu'elle était coupable. Les preuves étaient là. Sa pauvreté était le motif. L'opportunité avait existé, mais son cœur, le cœur de Georges, criait autre chose. Il ferma la main sur le collier avec force jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. « Sortez !» dit-il d'une voix basse. « Comment ?» demanda Mathilde confuse. « Vous allez appeler le commissaire, n'est-ce pas? Vous allez la faire arrêter ?» J'ai dit « Sortez !» Georges rugit, se tournant vers la gouvernante avec une fureur qui la fit reculer jusqu'à la porte. « Sortez tous, je veux rester seul avec elle. » Mathilde sortit en courant, tirant Jean par le bras, qui pleurait en appelant Françoise. La porte claqua. Ils ne restèrent que tous les deux, le baron et la prétendue voleuse. Le silence dans la chambre était assourdissant. Georges marcha jusqu'à la fenêtre, lui tournant le dos. « Donnez-moi une raison, Françoise, » dit-il sans se retourner. « Donnez-moi une seule raison de ne pas croire mes propres yeux. » Françoise sentit les larmes chaudes couler. Elle n'avait pas de preuves, pas de témoins, elle n'avait que sa vérité, nue et crue. « Parce que vous avez vu mon âme, Georges, » dit-elle, utilisant son nom sans le titre pour la première fois. « Et vous savez que mon âme peut être pauvre, peut être rapiécée, mais elle n'est pas sale. Si au fond de votre cœur vous croyez que je suis capable de cela, alors n'appelez pas le commissaire, renvoyez-moi tout de suite, car votre doute fait plus mal que n'importe quelle prison. » Georges se retourna lentement. Il la regarda et ce que Françoise vit dans ses yeux n'était pas de la colère, mais de la peur. La peur de croire et d'être déçu, mais aussi la peur de perdre la seule lumière qui était entrée dans cette maison depuis des années. Il ouvrit la main, révélant le collier. « Ma mère disait que les perles deviennent opaques quand elles touchent la peau de ceux qui n'ont pas d'amour, » murmura-t-il. « Elle brille encore, Françoise. » Il fit un pas vers elle, réduisant la distance. La tension dans l'air changea. Ce n'était plus la peur de la police, c'était la peur d'une vérité bouleversante qui était sur le point d'éclater entre eux. « Mais si vous n'avez pas volé ?» Georges continua, les yeux se plissant en reliant les poings, se souvenant du sourire de Mathilde, de la clé de rechange. « Alors, nous avons un ennemi à l'intérieur de cette maison bien pire qu'un voleur. Nous avons un traître. » À ce moment-là, un bruit venant d'en bas rompit le moment. Des coups forts à la porte principale du domaine. Des voix masculines. « Ouvrez, c'est la police. Nous avons reçu une dénonciation anonyme de vol. » Françoise se glaça. Mathilde n'avait pas attendu. Elle avait déjà fait appeler les hommes de loi avant même de trouver le collier. Le piège était complet. Georges regarda la porte, puis Françoise. Il rangea le collier dans sa poche. « Essuyez vos larmes, » ordonna-t-il d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Et restez derrière moi. Ce soir, Françoise, vous allez voir qui est le baron de l'or blanc quand on menace ce qui lui appartient. » L'air dans le hall d'entrée du domaine de l'or blanc était si lourd qu'il semblait difficile de respirer. Le commissaire, un homme petit, à la moustache fournie et aux yeux méfiants, tenait son chapeau contre sa poitrine, attendant une réponse. Derrière lui, 2 gendarmes regardaient le parquet ciré, embarrassés par l'opulence du lieu. Mathilde, dans un coin, avait un sourire victorieux sur ses lèvres fines.
Elle s'imaginait déjà Françoise traînée dehors, menottée, humiliée, rendue au ruisseau d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Françoise, quant à elle, était pâle, serrant la main de Jean si fort que les doigts de l'enfant devinrent blancs. Elle ne pleurait plus. Le moment était venu où la peur se transforme en une froide résignation. Georges fit un pas en avant. Il semblait plus grand, plus large, une montagne infranchissable entre la loi des hommes et la femme qu'il avait choisi de protéger. « Mais vous dites que vous avez reçu une dénonciation de vol, commissaire ?» La voix de Georges était calme, mais portait le poids de lointains tonnerres. « Oui, monsieur le baron, » répondit l'homme de loi. « Une dénonciation anonyme, mais détaillée. On a dit que la demoiselle avait soustrait le collier de perles de la défunte baronne. Et d'après ce que je vois dans votre main, le bijou a été trouvé dans ses affaires. La loi est claire, baron. Vol qualifié. Je dois l'emmener. » Mathilde fit un pas en avant, incapable de contenir son venin. « Je l'ai vue quand nous l'avons trouvée parmi ses haillons. Elle a profité de la gentillesse du baron pour voler. » Georges tourna lentement la tête vers Mathilde. Son regard fit reculer la gouvernante. Puis il se tourna vers le commissaire et leva le collier de perles, laissant la lumière des candélabres se refléter sur la nacre ancienne. « Monsieur a raison sur une chose, commissaire. Le collier était dans les affaires de Madame Françoise. » Un soupir d'horreur s'échappa de Françoise. Il allait la livrer. « Mais vous vous trompez sur le crime, » continua Georges, la voix montant d'un ton ferme et inébranlable. « Car on ne peut pas voler ce qui a été donné en cadeau. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Même les grillons dehors semblèrent se taire. Mathilde ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Françoise regarda Georges, les yeux écarquillés, le cœur battant à tout rompre. « Un cadeau ?» Le commissaire fronça les sourcils, confus. Mais la dénonciation disait... « La dénonciation est fausse, » coupa Georges. « J'ai donné ce collier à Françoise cet après-midi comme un symbole de gratitude pour les soins qu'elle a prodigués à cette maison et à ma famille. » Il marcha jusqu'à Françoise, les mains tremblant légèrement, non de peur, mais d'émotion contenue. Il ouvrit le fermoir du collier. Françoise resta immobile comme une statue, tandis qu'il passait les perles autour de son cou. Le contact froid des bijoux contrastait avec la chaleur de ses doigts sur sa nuque. « Il vous va à merveille », murmura-t-il juste pour qu'elle l'entende, comme si cela avait toujours été à elle. Il se tourna vers le commissaire, le bras protecteur autour des épaules de Françoise. « Comme vous le voyez, commissaire, il y a eu un terrible malentendu provoqué certainement par quelqu'un qui veut du mal à cette famille. Madame Françoise est la nouvelle maîtresse de ces terres, et tout ce qui est à moi est à elle. Monsieur peut partir et emmener ses hommes. Ici, il n'y a pas de voleurs, seulement des gens honnêtes. » Le commissaire, visiblement déconcerté, s'excusa en bégayant, remit son chapeau sur sa tête et partit précipitamment, entraînant les gendarmes. La porte se referma et avec elle le danger immédiat. Mais la guerre interne ne faisait que commencer. Mathilde était appuyée contre le mur, blanche comme un linge. Elle savait qu'elle avait joué sa dernière carte et perdu. « Monsieur, vous avez menti à la police à cause d'elle. » La voix de la gouvernante était un fil d'incrédulité. « Je n'ai pas menti, Mathilde, » dit Georges, lâchant Françoise et s'approchant de la gouvernante. « J'ai juste anticipé la vérité, mais vous avez trahi des années de confiance. Vous avez utilisé la mémoire de ma mère pour détruire une innocente. »« J'ai fait ça pour votre bien, » cria-t-elle, désespérée de protéger le nom des Delors blancs. « Cette femme est une personne de rien. Cette personne de rien a plus de noblesse dans son petit doigt que vous n'en avez eu de toute votre vie à servir dans cette maison. » Georges répondit froidement. « Préparez vos affaires. La charrette à bœufs vous emmènera en ville à l'aube. Je laisserai une petite pension payée pendant 6 mois pour les années de service passées, pas pour les actes d'aujourd'hui, mais plus jamais. Écoutez bien, Mathilde, ne posez plus jamais le pied sur mes terres. » Mathilde partit en courant, pleurant des larmes de rage, non de regret. Quand ils restèrent seuls dans le salon, Françoise sentit ses jambes fléchir.
Elle s'assit sur le canapé de velours, portant la main à son collier qui pesait à son cou. Jean, fatigué et confus, s'endormit la tête sur ses genoux. Georges servit un verre d'eau et le lui offrit. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda Françoise, la voix étranglée. « Vous savez que je ne suis pas la maîtresse de ces terres. Vous avez menti à la loi. C'est un crime. » Le plus grand crime, Françoise, serait de laisser l'injustice l'emporter. Georges s'assit dans le fauteuil devant elle. Il semblait épuisé, comme s'il avait porté le monde sur ses épaules. « Et je dois vous raconter quelque chose, une vérité que je garde depuis 32 ans et qui explique pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Il respira profondément, regardant les flammes qui dansaient dans la cheminée. « Vous pensez que je suis né dans un berceau doré, n'est-ce pas? Que les Delort blancs ont toujours été nobles et intouchables. » « C'est ce que tout le monde dit, » répondit-elle. « Mais bien, c'est un mensonge. » Georges la regarda dans les yeux. « Ma mère, Anne-Augustine, n'était pas une baronne de naissance. Elle était fille d'ouvriers agricoles. Elle travaillait à la récolte, les mains sales de terre, exactement comme vous. » Françoise écarquilla les yeux. C'était impensable pour l'époque. « Mon père est tombé follement amoureux d'elle. Il a affronté sa famille, la société, l'Église. Il l'a épousée, mais la société rurale n'a jamais pardonné. Il l'appelait la paysanne devenue reine. Ma mère a souffert, Françoise. Elle a souffert des regards, des murmures, du mépris des autres dames qui ne l'invitaient pas à leur thé. Elle est morte jeune, de tristesse, à force de vouloir être ce qu'elle n'était pas pour plaire aux autres. » Une larme solitaire coula sur le visage de Pierre du Baron. « Quand elle est morte, j'ai juré devant son cercueil que je ne mettrais jamais, au grand jamais, une femme que j'aimais dans cette position. J'ai juré que je resterais seul pour ne pas voir l'histoire se répéter. J'ai fermé mon cœur parce que je pensais que l'amour était une sentence de souffrance pour ceux qui n'ont pas de sang bleu. » Il se pencha en avant, prenant les mains de Françoise, qui était sur la tête endormie de Jean. « Mais quand je vous ai vu dormir dans le garde-manger, quand je vous ai vu prendre soin de cet enfant, j'ai vu ma mère, non pas la baronne triste, mais la femme forte, pleine d'amour, qu'elle était avant d'être brisée par le monde. Et aujourd'hui, quand j'ai vu Mathilde essayer de vous faire subir la même chose que la société a fait subir à ma mère, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai réalisé que ma solitude n'était pas une protection, c'était de la lâcheté. » Françoise serra ses mains. La chaleur de ce contact dissipa le reste de la peur qu'elle ressentait. « Vous n'êtes pas lâche, Georges, vous êtes l'homme le plus courageux que j'ai jamais connu. » « Non, Françoise, le courage, c'est ce que vous avez. Le courage de garder la douceur dans un monde amer. » Il regarda Jean. « J'ai regardé cet enfant aujourd'hui et j'ai pensé, je n'ai pas d'enfant. Je pensais que ma lignée mourrait avec moi. Mais la famille, ce n'est pas seulement le sang, n'est-ce pas? Non, monsieur, la famille, c'est ceux qui restent quand la tempête arrive. Alors restez, Françoise. » La demande sortit comme un murmure, mais avait la force d'un cri. « Restez ici, non comme servante, non comme invitée, restez comme la maîtresse de ce collier. Aidez-moi à élever cet enfant, aidez-moi à faire de ce domaine un foyer et non un mausolée. » Le cœur de Françoise déborda. Là était la révélation transformatrice. Le baron n'était pas inaccessible. C'était un homme marqué par le traumatisme de voir le préjugé détruire celle qu'il aimait, et il était disposé à affronter ce même préjugé à nouveau pour elle. « Je reste, dit-elle, souriant entre les larmes, mais à une condition, n'importe laquelle. Que vous arrêtiez de m'appeler Madame Françoise quand nous sommes seuls. Je suis juste Françoise, la femme que vous avez tirée de terre. » Georges sourit. Un sourire vrai qui atteignit ses yeux et illumina son visage. Marché conclu, Françoise. Les jours qui suivirent furent d'une paix que le domaine de l'or blanc n'avait pas connue depuis des décennies. Avec le départ de Mathilde, la maison sembla respirer. Les fenêtres furent ouvertes, laissant le soleil entrer. Françoise, avec sa simplicité, conquit les autres domestiques, non par des ordres, mais par le travail et le respect. Jean s'épanouit.
L'enfant effrayé fit place à un enfant rieur, qui courait dans les couloirs et suivait Georges à travers la plantation de café, apprenant la différence entre le grain vert et le grain mûr. Georges, quant à lui, découvrit qu'il avait la patience d'enseigner et l'amour à donner. Il fit rénover l'ancienne école du domaine et engagea une institutrice de la ville pour enseigner à Jean et aux enfants des ouvriers agricoles. La famille improbable était formée. Un baron solitaire, une femme sans abri et un orphelin, 3 morceaux brisés qui, ensemble, formaient une mosaïque parfaite. Un dimanche après-midi, 2 semaines après la confusion avec la police, Georges et Françoise étaient assis sur la véranda. Jean jouait sur la pelouse avec un chien qu'il avait adopté. Le soleil peignait le ciel d'orange et de violet. « Êtes-vous heureuse ?» demanda Georges, observant le profil de Françoise. « Plus que je ne pensais mériter, » répondit-elle. « Parfois j'ai peur de me réveiller et d'être de retour au garde-manger. Cela n'arrivera jamais. » Il lui tint la main. « Je pensais, le père Michel vient célébrer la messe à la chapelle le mois prochain. Peut-être pourrions-nous parler avec lui de l'avenir. » Le cœur de Françoise s'emballa. Il parlait de mariage. Le baron de l'Or-Blanc voulait épouser la Françoise du garde-manger. C'était un rêve si grand qu'il en donnait le vertige. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le son de sabots de cheval brisa la tranquillité du crépuscule. Ce n'était pas un seul cheval, mais une petite suite. Une calèche noire, élégante, mais couverte de poussière de la route, entra par l'allée de palmiers royaux. Georges se leva, fronçant les sourcils. Il n'attendait pas de visite. La calèche s'arrêta devant la véranda. Le cocher descendit et ouvrit la porte. De l'intérieur descendit un homme. Il portait des vêtements de ville, un costume sombre et tenait une canne à pommeau d'argent. Il avait un visage maigre, des yeux creux et une expression de celui qui apporte de mauvaises nouvelles. Mais ce ne fut pas l'homme qui glaça le sang de Françoise. Ce fut celle qui descendit juste après lui. Une femme grande, maigre, vêtue de deuil complet, avec un voile couvrant une partie de son visage. Mais quand elle leva le voile pour regarder la maison, Jean, qui était sur la pelouse, arrêta de jouer. L'enfant laissa tomber le ballon. Il regarda la femme et, d'une voix qui mêlait incrédulité et terreur, cria « Maman !» Françoise sentit le monde tourner. La mère de Jean, la femme que tous disaient morte de la fièvre. La femme regarda l'enfant, puis la maison de maître, et enfin ses yeux se posèrent sur Georges et Françoise sur la véranda. Un sourire froid, calculateur, courba ses lèvres. « Tiens, » dit l'homme en costume, se raclant la gorge. « Je vois que vous avez bien pris soin du patrimoine de mon client. » Georges descendit les marches, la posture rigide. « Qui êtes-vous et que voulez-vous dans mon domaine ?» L'homme sourit, entendant un document officiel. « Je suis maître Dubois, avocat, et voici Madame Lucille, mère légitime du mineur Jean. Et selon les registres que j'apporte ici, la seule héritière vivante des terres qui jouxtent les vôtres. Terre que monsieur le baron a annexée indûment il y a 5 ans. Nous sommes venus chercher l'enfant et ce qui nous appartient de droit. » Le sol sembla s'ouvrir sous Françoise. Jean courut et s'accrocha à ses jupes, pleurant. « Je ne veux pas y aller. Elle m'a laissé. Elle est partie. » Georges regarda le document, puis la femme qui souriait avec malice, et enfin Françoise et l'enfant. La paix avait duré peu de temps. Le passé, avec ses griffes acérées, venait d'arriver en calèche pour recouvrer une dette dont personne ne connaissait l'existence. Et maintenant, comment lutter contre le sang? Comment lutter contre la loi? Le vent de la nuit souffla plus fort sur la véranda du domaine de l'Or-Blanc, faisant danser les flammes des lampes à huile comme si elles étaient nerveuses. Devant Georges et Françoise, la figure de Lucille, la mère biologique de Jean, semblait une ombre du passé revenu pour réclamer une dette impayable. L'enfant Jean tremblait accroché aux jupes de Françoise, sanglotant doucement, un son qui déchirait le cœur de qui l'entendait. « Que voulez-vous dire par « ce qui nous appartient de droit » demanda Georges, sa voix calme, mais avec la fermeté d'un roc. Il n'invita pas les nouveaux arrivants à entrer. La véranda était la frontière entre son sanctuaire et la menace.
Maître Dubois, l'avocat, fit un pas en avant, ajustant ses lunettes avec un air de supériorité irritant. « C'est simple, baron. Madame Lucile, ici présente, n'a jamais abandonné son fils. Elle a été, disons, contrainte par les circonstances de la pauvreté à le laisser à des proches. Maintenant, financièrement rétablie et consciente de ses droits, elle est venue chercher le mineur Jean et, bien sûr, réclamer la part des terres de son défunt mari qui, selon nos registres, ont été annexées à votre domaine de manière irrégulière. » Françoise sentit le sang lui bouillir. Elle regarda Lucile. La femme ne regardait pas son fils. Ses yeux parcouraient de la façade de la maison de maître, évaluant la valeur des fenêtres, des boiseries, de la richesse. Contrainte ? Françoise lâcha une voix tremblante d'indignation. « Jean a été trouvé mangeant des restes derrière un moulin, madame. Il dormait à la Belle Étoile, où était votre amour maternel quand il recevait la pluie et le soleil. » Lucile tourna le visage vers Françoise avec un sourire moqueur. « Et qui êtes-vous, la servante devenue maîtresse ? Ne vous mêlez pas des affaires de sang. L'enfant est à moi, je l'ai mis au monde. » « Mais mettre au monde est une douleur d'un jour, Lucile, » rétorqua Françoise, faisant un pas en avant, protégeant Jean de son propre corps. « Être mère, c'est la douleur et l'amour d'une vie entière. C'est savoir qu'il a peur du tonnerre. C'est savoir qu'il n'aime pas le gombo. C'est savoir qu'il pleure en dormant quand il rêve qu'il est seul. Madame le sait-elle » Lucile hésita une seconde, mais l'avocat toucha son bras, lui rappelant l'objectif. « Les sentiments ne valent rien au tribunal, ma chère, » dit maître Dubois. « Nous avons la loi. Ou le baron nous livre l'enfant et les terres, ou nous engagerons une procédure qui va entacher le nom des Delors Blancs pour des générations. Scandale, baron. Vous savez comme la société adore un scandale. » Georges observa la scène en silence. C'était un homme d'affaires, habitué à négocier des sacs de café et des têtes de bétail, mais là, ce qui était en jeu, c'était une vie. Il regarda Jean. L'enfant ne regardait pas sa mère biologique, il regardait Françoise. Georges prit une décision. « Entrez, » dit-il en ouvrant la porte. « Allons régler cela comme des gens civilisés dans mon bureau. » Françoise le regarda, effrayée. Il allait négocier. Il allait livrer l'enfant. « Faites-moi confiance, » murmura Georges en passant devant elle. Dans le bureau, sous la lumière jaune du lustre en cristal, la tension était palpable. Georges s'assit derrière son bureau massif. L'avocat et Lucile s'assirent en face. Françoise resta debout à côté de la cheminée avec Jean sur ses genoux, refusant de le lâcher. « Bien, » commença Georges, croisant les mains sur la table. « Sautons le théâtre juridique, maître Dubois. Je connais les lois foncières de cette région mieux que quiconque. Les terres du défunt mari de Madame Lucile ont été achetées légalement aux enchères publiques après avoir été abandonnées et saisies pour de tête. J'ai les actes signés par le juge de paix. Vous savez que vous n'avez aucune affaire concernant les terres. » L'avocat pâlit légèrement mais garda sa contenance. « Nous ne pouvons pas discuter de la validité de cette vente aux enchères. »« Non, nous ne pouvons pas, » coupa Georges. « Ce que vous avez, c'est une mère biologique et la loi, malheureusement, tend à favoriser le sang. Vous savez que cela peut prendre des années pour obtenir la garde, mais vous pouvez l'obtenir. Et vous savez que je ferai tout pour éviter que cet enfant ne souffre dans un orphelinat ou dans une dispute judiciaire. » Lucile sourit, pensant qu'elle avait gagné. « Alors, vous acceptez de me rendre mon fils ? Je suis d'accord que madame n'est pas venue ici par amour, » dit Georges, ouvrant un tiroir et sortant un carnet de chèques. « Car si c'était de l'amour, madame serait enlacée à l'enfant maintenant et ne discuterait pas d'hectares de terre. » Il prit une plume, la trempa dans l'encrier et commença à écrire. Le son de la plume grattant le papier fut le seul bruit dans la pièce. « Et que faites-vous » demanda Lucile, les yeux brillants de convoitise. « J'achète la paix de mon fils, » dit Georges sans lever les yeux. « Voici une somme que madame ne verrait jamais en 10 vies de travail. C'est suffisant pour acheter une maison en ville, ouvrir un commerce, vivre comme une reine. » Il détacha le chèque et le posa sur la table, face cachée. « Mais il y a une condition. »
Madame prend cet argent, signe un document renonçant à la garde de Jean en ma faveur et celle de Françoise, et quitte ce domaine maintenant pour ne plus jamais revenir. L'enfant grandira, sachant que sa mère l'a laissé pour qu'il ait un avenir meilleur. Je n'empoisonnerai pas son cœur contre Madame, mais Madame ne fera pas partie de cet avenir. Lucile regarda le chèque, puis regarda Jean. L'enfant avait le visage enfoui dans le cou de Françoise, pleurant doucement. Il y eut un moment de silence, ce genre de silence où le destin d'une âme est décidé. Françoise retint sa respiration. Elle priait pour que cette femme ait un soupçon d'amour et refuse l'argent. Car si elle refusait, cela signifiait qu'elle aimait son fils. Et Françoise, avec son immense douleur, aurait dû respecter cela. Mais Lucile tendit la main. Ses doigts, fins et avides, prirent le chèque. Elle regarda le montant, et ses yeux s'écarquillèrent. Un soupir de satisfaction s'échappa de ses lèvres. « Où est-ce que je signe ?» demanda-t-elle, la voix rauque d'émotion, mais pas pour son fils. Françoise ferma les yeux, sentant une larme chaude couler. Ce n'était pas du soulagement. C'était de la tristesse. Tristesse pour Jean, qui venait d'être échangé contre de l'argent. L'avocat sortit les documents du dossier. Lucile signa rapidement. Georges signa comme témoin. Quand tout fut terminé, Lucile se leva, rangeant le chèque dans l'encolure de sa robe. « C'était mieux ainsi », dit-elle, regardant Jean une dernière fois. Il n'y avait pas de remords, seulement une froideur pratique. Il n'aurait jamais eu d'avenir avec moi. Je n'ai pas la fibre maternelle. Elle se tourna et sortit, suivie par l'avocat. La porte du bureau se referma. Le son de la calèche s'éloignant dans la nuit fut comme le son d'une chaîne qui se brise. Jean leva la tête. Ses petits yeux rouges regardèrent la porte fermée. « Elle est encore partie ?» demanda-t-il d'une petite voix. Georges se leva et marcha jusqu'à eux. Il s'agenouilla sur le tapis, se mettant à la hauteur de l'enfant. « Elle est partie, Jean, mais elle vous a laissé avec ceux qui comptent vraiment. »« Elle m'a vendu ?» La question de l'enfant, avec sa sagesse brutale, plana dans l'air. Françoise s'assit par terre, prenant l'enfant sur ses genoux, le berçant. « Non, mon amour, elle ne t'a pas vendu. » Françoise regarda Georges et il comprit. Elle t'a libéré. Parfois, Jean, les gens nous quittent non pas parce que nous ne sommes pas bons, mais parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec tant de lumière. Et vous êtes pure lumière. Georges les enveloppa tous les deux dans ses bras forts. Là, sur le sol du bureau, entre papiers et larmes, la véritable famille de l'or blanc fut scellée, non par le sang, mais par le choix de rester. La chapelle du domaine de l'or blanc n'avait jamais été aussi belle. Il n'y avait pas de luxe excessif, mais il y avait de la vie. Des guirlandes de fleurs des champs, cueillies par les mains des ouvriers agricoles, ornaient l'autel. L'odeur du jasmin et de la terre mouillée, car la pluie était enfin venue bénir la terre, mais pas le jour de la fête, parfumait l'air. La cloche sonna, carillonnant la joie à travers les vallées. Françoise était à la porte de la chapelle. Elle ne portait pas de soie importée de Paris. Elle portait une robe de dentelle blanche, faite par les couturières du village, simple et belle comme elle. À son cou, le collier de perles de la mère de Georges brillait, non plus opaque mais radieux, réchauffé par le véritable amour. À ses côtés, Jean, vêtu d'un impeccable petit costume, tenait sa main. Ce serait lui qui l'amènerait à l'autel. L'enfant souriait, un sourire sans ombre, le sourire de celui qui sait qu'il appartient à quelque part. À l'autel, Georges attendait. Il n'était plus le baron de Pierre. Ses yeux étaient embués. Il regardait Françoise comme si elle était le soleil se levant après une longue nuit polaire. Quand Françoise commença à marcher, il n'y eut pas de murmure malveillant. Le village entier était là. Ils avaient vu le changement. Ils avaient vu comment le domaine avait prospéré, comment le baron était devenu juste et généreux, comment la jeune femme du garde-manger soignait les malades avec ses herbes et enseignait aux enfants à lire. Leur amour n'avait pas besoin d'approbation, mais il avait conquis le respect.
le père Michel, avec ses cheveux blancs et son sourire bienveillant, bénit l'union. « Georges et Françoise, dit le prêtre, vous avez prouvé que l'amour ne naît pas de la commodité, mais de la providence, que ce que Dieu unit à travers la douleur, la joie le consacre. » Quand Georges embrassa Françoise, ce ne fut pas un baiser de cinéma, ce fut un baiser d'âme qui se retrouve. Ce fut la promesse que jamais plus il n'y aurait de solitude, ni de garde-manger froid, ni de chambre vide. Le soleil couchant dorait les plantations de café du domaine de l'Or Blanc, qui s'étendait maintenant à perte de vue. Sur la véranda, un couple de personnes âgées était assis sur des rocking-chairs, observant le mouvement. Georges, les cheveux blancs comme neige, tenait la main de Françoise, dont la beauté le temps n'avait fait qu'approfondir, dessinant des rides de rire autour de ses yeux. Sur la pelouse, un homme adulte jouait avec deux jeunes enfants. C'était Jean, le petit Jean, maintenant administrateur du domaine, marié et père. Il riait, lançant sa fille en l'air, le même rire libre que Françoise avait sauvé tant d'années auparavant. « Regrettez-vous » demanda Georges, la voix rauque par l'âge, serrant sa main. « D'être resté, d'avoir accepté ce vieil entêté ?» Françoise sourit, portant sa main à ses lèvres. « Je regrette seulement les nuits que j'ai passées loin de vous, mon baron. » Georges soupira en paix. « Vous savez, Françoise, on dit que je vous ai sauvé ce jour-là dans le garde-manger, mais la vérité est que c'est vous qui m'avez sauvé. J'étais un homme riche en argent et misérable en vie. Vous m'avez apporté la richesse qui ne se garde pas dans un coffre. » Françoise regarda le collier de perles qu'elle portait encore tous les jours. L'amour est ainsi, Georges. Il naît dans l'improbable, il germe dans la pierre, et quand on le voit, il est devenu un jardin. Ils restèrent en silence, écoutant les rires de leurs petits-enfants, sentant l'odeur du café et de la terre. La nuit tomba doucement, non plus froide, non plus effrayante, juste la nuit douce de celui qui a accompli son voyage et retrouvé le chemin de la maison. Voilà, et ainsi, mes chers amis des Contes du Cœur, nous arrivons à la fin de l'histoire de Françoise et Georges. Une histoire qui a commencé sur le sol froid d'un garde-manger et s'est terminée dans la chaleur d'un amour éternel. Voyez comme la vie tourne. Combien de fois nous sommes-nous sentis comme Françoise, oubliés, invisibles. Et combien de fois nous sommes-nous sentis comme Georges, entourés de tout, mais vides à l'intérieur. Cette histoire nous enseigne que peu importe d'où l'on vient, ni l'ampleur de sa douleur, ce qui compte, c'est le courage d'aimer et d'accueillir. Jean fut la preuve que la famille est ceux qui choisissent de rester. Georges fut la preuve qu'un cœur dur peut s'adoucir. Et Françoise, notre douce Françoise, fut la preuve que la dignité et la foi sont les plus grandes richesses que l'on puisse posséder. Et vous, qu'avez-vous pensé de la fin ? Pardonneriez-vous à Lucille ou pensez-vous qu'elle a eu ce qu'elle méritait? Et le geste de Georges d'acheter la paix de son fils. Feriez-vous la même chose? Je veux remercier chacun d'entre vous qui a suivi ce voyage. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait croire un peu plus à l'amour et à la providence divine, s'il vous plaît, laissez votre j'aime. C'est très important pour nous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette, car la semaine prochaine, il y aura plus d'émotions, plus de larmes et plus de fins heureuses. Commentez ci-dessous « L'amour triomphe toujours » pour que je sache que vous êtes restés jusqu'à la fin. Un baiser sur votre cœur. Restez avec Dieu et à la prochaine histoire.